Je n'aurai pas le temps ici de parler de ça. Et dans ces romans, Bolaño, il traverse le XXe siècle, surtout. Il s'intéresse beaucoup sur la question du nazisme, la question du stalinisme, mais toujours à travers les yeux des poètes dissidents. Dans une autre occasion, j'ai parlé aussi sur ces questions des poètes russes au moment du stalinisme. Bolaño, il consacre beaucoup de pages sur ça. Alors, Bolaño, ce qu'il nous propose, c'est de lire le XXe siècle autrement. Lire le XXe siècle entre un jeu de miroir qui passerait par l'utopie, c'est un peu mon interprétation, l'utopie, mais aussi l'uchronie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il aurait pu se passer s'il arrivait une autre chose. C'est aussi une relecture de l'histoire qui passe aussi par l'imaginaire, forcément par l'imaginaire. Alors là, une petite citation du roman de Bolaño. C'est dans la 5e partie, quand il introduit le personnage Hans Reiter Archimboldi. Je cite: à 13 ans, Hans Reiter arrêta ses études. Cela se passa en 1933, l'année où Hitler arriva au pouvoir. Reiter, son chemin n'était pas horizontal ou accidentellement horizontal ou zigzaguellement horizontal, mais vertical. Une chute prolongée vers la fond de la mer où tous les arbres, l'herbe, les marais, les animaux, les enclos, se transformaient en insectes marins ou en crustacés, en vie suspendue et étrangère, en étoiles de mer et en araignées de mer, dont les corps, les jeunes Reiter le savaient, est si minuscule que l'estomac de l'animal n'y entre pas, et qui donc dévore sur les pattes, qui à leur tour sont énormes et mystérieuses, c'est-à-dire qu'elles renferment, ou du moins, elles renferment pour lui inéniquement. Et ça continue la citation. Bolaño travaille autour d'un parallèle entre macropolitique, l'ascension par exemple du nazisme, et une micropolitique autour de l'enfance et d'une politique des affects chez ce personnage, Hans Reiter. Dans ce passage qu'on vient de citer, Bolaño souligne deux mots. Il écrit en italique: étranger et inutile. Il parle d'une part d'une vie suspendue et étrangère, et d'autre part, il parle des pattes inutiles d'une araignée. Pour nous, ce passage nous montre jusqu'à quel point un écrivain peut bouleverser l'ordre du réel quand il arrive à regarder et à décrire un événement de très près. Reiter saisit la transformation des arbres et des animaux en minuscules insectes au fond de la mer. Ce n'est pas l'écrivain qui produit la transformation, il est plutôt un témoin, au milieu d'un devenir imperceptible, au sens de Deleuze, comme Reiter plongeant dans l'océan pour contempler et rendre compte du procès naturel, maintes fois au risque de sa vie. Il dit, je cite, « La curiosité irrépressible du jeune Hans Reiter, ou sa folie, qui parfois l'entraînait à des actes qu'il aurait mieux valu éviter, fit que sans avertissement préalable, il se laissa tomber du bateau et plongea vers le fond de la mer à la poursuite de la lueur ou des lueurs de ces ou bien ces poissons singuliers. » Fin de la citation. Nous parlons donc d'une définition de littérature, ou plutôt du fait littéraire, comme un laboratoire de la singularité. Et là, c'est vraiment un peu le croisement des chemins entre un peu les idées de Miguel Avanzour, quelqu'un comme Édouard Glissant, quelqu'un comme Bolaño, c'est-à-dire vraiment s'intéresser et mettre en valeur la question de la singularité. Et la littérature passerait forcément par cette question de la singularité. Alors, ce serait un exercice de placement de notre regard vis-à-vis du réel, ou comme le propose Édouard Glissant, comme la fabrication d'un monde possible. Et là, Édouard Glissant, il parle beaucoup des écrivains frontières. J'ai l'impression aussi que Bolaño, il ferait partie de ce type d'écrivain, c'est-à-dire pas seulement parce qu'il a vécu une partie de sa vie au Chili, au Mexique, en Espagne, mais aussi parce que toute sa littérature passe par un dépassement du réel à travers une relecture et une réécriture de la frontière. Ce roman-là, de 2666, est avant tout un roman qui met en question l'ordre social établi. Bolaño parcourt le XXe siècle à coups de marteau. C'est aussi une inspiration très nietzschéenne, bien sûr. Et surtout, c'est un roman qui met en question l'ordre littéraire établi, pas seulement en Amérique latine par rapport à cette question sur les booms latino-américains et le réalisme magique et tout ça, mais aussi parce que Bolaño, il s'intéresse et il est face à une reconfiguration profonde du statut même de qu'est-ce qu'un roman. Pour lui, on ne peut plus écrire un roman traditionnel appelé l'Ulysse de James Joyce, sans tenir compte de profondes métamorphoses du genre au XXe siècle. L'écrivain inactuel, nous dit Bolaño, est obligé d'être un expérimentateur,
dans et avec la langue. Pour Bolaño, je cite, la littérature est quelque chose de raisonnable et de visionnaire, un exercice d'intelligence, d'aventure et de tolérance. C'est une citation qui appartient à un recueil qui s'intitule d'une manière paradoxale entre parenthèses. Or, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous lisons 2166 comme un laboratoire de l'humain dans lequel le romancier chilien est un scaphandrier irréel. C'est une expression qu'il utilise aussi pour décrire ses personnages, un scaphandrier. Mais quel est le rapport entre les romans comme laboratoire d'irréel et l'utopie? Face à une littérature latino-américaine, dominée surtout par une dialectique du maître et de l'esclave, Bolaño fabrique une poétique divers à travers les figures des dissidents et des déserteurs. Dissidents politiques, dissidents esthétiques, dissidents historiques, nationaux, notamment avec ce personnage Hans Reiter. Les dissidents, cette figure décrite par Miguel Abanzur, est au cœur de l'utopie et de l'œuvre de Bolaño. Il est lui-même un dissident littéraire d'une certaine atmosphère nationale et latino-américaine, des fois trop enfermée sur elle-même. Le dissident est un transgresseur des frontières fixes, des frontières idéologiques, esthétiques, nationales. Les dissidents tels George Orwell, et là c'est très intéressant de voir les derniers numéros consacrés à l'utopie pour la revue Europe, où il y a un texte de Miguel Abanzur, où il y a aussi un texte très intéressant sur George Orwell. Des gens comme George Orwell, comme Antonin Artaud, comme Maria Elzbietaeva par exemple. Ces Reiter et aussi Bolaño, ce sont des personnages lambiques, ce sont des personnages qui sont toujours entre des mondes, qui habitent l'utopie, mais en même temps, habiter l'utopie, c'est vraiment assumer une prise de distance critique permanente avec son temps et avec ses propres engagements. Bolaño conçoit donc la littérature comme fabrique d'irréel et comme laboratoire de devenir possible. C'est ainsi qu'il parle par exemple d'un devenir algue, chez Archimboldi dans le 1666. L'algue comme un être divers qui n'appartient pas à un seul groupe phylogénétique. C'est même pas un devenir animal, mais c'est vraiment un devenir algue, quelque chose de plus spécifique. Bolaño nous montre dans sa littérature la possibilité d'un devenir autre qui ne cherche pas à se fixer dans une identité quelconque. Il y a chez Bolaño une poétique de la dissidence, une volonté de devenir autre tout en restant en marge d'une identité essentialiste. Je cite Bolaño. En 1920, Hans Reiter naquit. Il n'avait pas l'air d'un enfant, mais d'une algue. Elias Canetti et Jorge Luis Borges, je crois aussi, des hommes si différents, dire que de la même manière que la mer était le symbole ou le miroir des Anglais, la forêt était la métaphore où vivent les Allemands. Hans Reiter restait en marge de cette règle de sa naissance. Il n'aimait pas la terre et encore moins les forêts. Il n'aimait pas non plus la mer. Ce qu'il aimait, c'était les fonds de la mer. Cette autre terre, pleine de plaines qui n'étaient pas des plaines, des vallées qui n'étaient pas des vallées, et des précipices qui n'étaient pas des précipices. Fin de la citation. Or, les romans est un laboratoire de l'utopie pour Bolaño, en tant qu'il est un territoire d'exploration, voire de dissection du réel. L'écrivain se voit lui-même comme une sorte de taxonomiste qui essaye d'organiser l'ordre des mots et des choses, et en même temps, il se voit comme un dissident qui met en question les définitions et les classifications littéraires sur ce qu'est la grande littérature ou la littérature ignoble, sur ce qu'est l'art noble ou l'art, un art plus pur, un art plus de masse, et c'est là qui est intéressant aussi Bolaño parce qu'il brise un peu toutes ces pistes. Il y a là un acte poétique utopique chez Bolaño. Questionner l'ordre établi de la littérature, dite savante, dite institution. L'utopie, ce serait alors s'aventurer dans la pensée vers d'autres territoires dits possibles, dans la littérature elle-même. Une poétique utopiste de la dissidence serait donc, dans cet ordre d'idées, l'aventure des détectives sauvages à travers les déserts de Sonora, à la recherche d'une poétesse mineure disparue de la Révolution mexicaine, une certaine Cesaria Tinajero, dans son roman Les détectives sauvages. Par ailleurs, chez Bolaño, comme chez Cortázar et d'autres pataphysiciens, le lecteur doit aussi participer dans cette exploration, puisque les romans, les détectives sauvages, est construit comme un puzzle à compléter par le lecteur. Ainsi, je m'approche de la fin, pour Bolaño, la littérature est peut-être un acte utopique si elle est prête à assumer les risques d'explorer les réels, non pas pour convaincre le lecteur d'une vision du monde préfabriquée par l'écrivain lui-même, mais pour parcourir un devenir possible du monde que l'écrivain méconnaît des fois.
Il y a là un nomadisme de la langue à travers le devenir autre de l'écrivain et une volonté de réécriture permanente de l'histoire au-delà de tout apocalyptisme. Même l'expérience de l'exil pour Bolaño est vécue comme une possibilité de créer un monde possible et nouveau, et pas comme un trauma, pas comme un traumatisme. Je cite, dit Bolaño, « S'exiler, ce n'est pas disparaître, mais rapetisser, se mettre à diminuer lentement, ou d'une manière vertigineuse, jusqu'à atteindre la véritable taille, la taille réelle de l'être. Toute littérature porte en elle l'exil. Peu importe si l'écrivain a dû prendre les larges à 20 ans ou qu'il n'a jamais bougé de chez lui. » Fin de la citation. C'est dans cette perspective que Bolaño croise les chemins parcourus et suggérés par Miguel Avanzour ou par quelqu'un comme Édouard Glissant quand il réfléchit sur la survivance et l'essence de la littérature dans un après Auschwitz utopique malgré tout. Merci. Alors, je ne suis pas sûr, enfin, à vous entendre, que vous donniez une idée adéquate du roman, parce que bon, c'est un roman plein d'universitaires, plein de cadavres et plein de tueurs. Alors, il y a certainement un rapport entre tout ça. Mais bon, j'aurais une seule question. Qu'est-ce que vous appelez un contre-roman? Parce qu'on a longtemps connu l'anti-roman, pour s'apercevoir que pratiquement dès les débuts du roman, quelqu'un avait déjà écrit un anti-roman, mais contre-roman, ça c'est... Bon, c'est un concept que je m'inspire un peu de Derrida quand il parle d'une contre-allée, c'est-à-dire même pas un aller-retour, mais vraiment comme si on faisait comme on posait un regard vraiment déplacé sur les chemins parcourus. Et là, c'est un exercice très intéressant qu'il fait Derrida avec Catherine Malabou, là, où il raconte un peu sa vie autrement. C'est même pas revenir sur ses pas pour raconter sa vie, mais c'est vraiment laisser une place un peu à l'inattendu d'une certaine manière. Je crois que chez Bolaño, quand je parle d'un contre-roman, il est très conscient que les romans comme genre est en crise depuis longtemps aussi pour les nouveaux romans et tout ça, et pour l'Ulysse de Joyce, mais aussi pour des romans comme Marel de Cortázar en Amérique latine. Et Bolaño, il croit qu'il faut construire vraiment des nouvelles bases du roman, mais lui, il doute, il n'est pas très convaincu, même sur le moment des romans. Et c'est là que j'essaye, c'est quelque chose qui est un chantier qui est en cours, mais j'essaye de construire un peu cette idée d'un contre-roman, comme si c'est un peu imploser les romans de l'intérieur, c'est-à-dire, et c'est comme si Bolaño, il a vraiment pris le temps de s'inspirer, de regarder de très près les plus grands romanciers du XXe siècle. Et d'une certaine manière, de 1666, c'est comme s'il y avait un peu plusieurs strates, et comme si on pouvait lire d'une manière parallèle ces romans avec, par exemple, des romans de Günter Grass, de Thomas Mann, surtout des écrivains allemands de la post-guerre. Je crois que Bolaño, il nous montre une possibilité un peu de déconstruire, si on peut dire ce mot. Deux historiennes, et vous savez